Après plusieurs jours de stress et d'attente, enfin une bonne nouvelle pour les habitants de Luglon et Garin dans les Landes. La lutte menée depuis 4 jours contre le vaste feu de forêt qui a parcouru quelques 1700 hectares commence à porter ses fruits. L'incendie est désormais fixé, a annoncé ce lundi matin la préfecture. Les retours à la maison ont donc pu commencer. Sur les 600 personnes qui ont dû quitter leur domicile depuis le jeudi 13 août, environ la moitié ont déjà pu regagner leur maison. Après qu'une cinquantaine de retours ont été organisés dimanche soir à Garin, quelques 250 habitants de Luglon ont également pu retrouver leur habitation ce lundi. Un véritable soulagement pour les habitants des deux communes. Moi je suis content d'être rentré, là. Je vais aller prendre une petite douche quand même. Et voilà, et ça fait plaisir. Ah oui, ça a fatigué, oui. Content de retrouver son lit ce soir. Et sa maison. Si le maire de Garin se veut toujours prudent, l'édile ne cache pas son soulagement. Oui, c'est un bon signe, vraiment. Nous, la première journée où on est un peu optimiste, c'est aujourd'hui. Donc, il faut en profiter. On espère que les jours suivants seront dans le même sens. On annonce la bonne nouvelle pour certains de pouvoir rejoindre leur maison, mais progressivement, les autres le feront au fil des événements. Voilà. En attendant que le feu ne soit déclaré totalement éteint, les pompiers poursuivent leur travail de sape. Sécurisation des lisières et des points chauds, surveillance des reprises et des sautes de feu, car le danger est encore loin d'être définitivement écarté. Les risques de reprise sont souvent plus violents que le feu lui-même, parce que le végétal en fait c'est desséché. Donc la pyrolyse va être quasiment immédiate en cas d'apport de chaleur. Et donc l'objectif c'est vraiment de faire en sorte que les lisières soient propres. Donc ça passe soit par un travail d'arrosage qu'on fait de manière conventionnelle avec nos agrès et nos lances, soit par un travail de sape qu'on va faire avec les bulldozers. Ce feu est le 3e incendie majeur cet été en France après celui de Biscarrosse et celui de Gironde fin juillet. Selon le système européen de surveillance des feux, près de 100 000 hectares de végétation ont déjà brûlé dans l'Hexagone, faisant de 2026 l'année la plus destructrice. Des maisons et des véhicules calcinés au milieu des décombres. Dans le sud de l'île grecque de Salamine, près d'Athènes, au lendemain de 2 incendies meurtriers qui ont fait au moins 2 morts et 9 blessés, les autorités évaluent les dégâts. Les 2 incendies se sont déclarés dans des secteurs distincts de l'île à une vingtaine de minutes d'intervalle. Selon les premiers éléments de l'enquête, le premier foyer serait parti d'un terrain où des déchets s'étaient accumulés. Attisées par des vents violents, les flammes se sont rapidement propagées vers des zones côtières très fréquentées par les habitants et les vacanciers. 593 personnes ont été évacuées par la mer. Les incendies sont désormais maîtrisés, mais les pompiers restent sur le qui-vive, tandis que les autorités enquêtent sur les origines des feux, en examinant notamment les images de vidéosurveillance. Pour l'heure, aucune conclusion officielle n'a été tirée et les enquêteurs n'ont établi aucun lien entre les 2 foyers. Sur l'île de Skyro, dans le centre de la mer Égée, la situation s'est également nettement améliorée après l'incendie qui a touché une pinède, déjà dévastée par un important feu de forêt en 2008. Selon les dernières données satellitaires du système européen Copernicus, près de 364 hectares ont été parcourus par les flammes. L'origine du feu fait également l'objet d'une enquête. Le risque d'incendie reste élevé dans une grande partie de la Grèce. Ce lundi, 20 régions sont placées en niveau de risque élevé. L'émissaire américain Jared Kushner rencontre lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou après avoir mené des pourparlers avec les dirigeants du Hamas en Égypte. L'envoyé de Donald Trump a pour mission de relancer un plan de paix pour Gaza soutenu par les États-Unis et que Israël a jusqu'à présent rejeté. Cette rencontre intervient 2 semaines après que le Hamas a approuvé la dernière phase du plan de Trump pour Gaza, que Netanyahou a refusé de soutenir, insistant sur le fait que tout accord doit garantir que le groupe soit véritablement désarmé. Jared Kushner, gendre de Donald Trump, a rencontré dimanche en Égypte le nouveau dirigeant du Hamas, Khalil al-Hayya. Cette rencontre rare s'inscrit dans un nouvel effort diplomatique visant à faire avancer le cessez-le-feu à Gaza, actuellement au point mort. Kushner aurait insisté pour que le Hamas prenne des mesures concrètes et vérifiables et aurait transmis le message selon lequel Gaza ne doit plus être source de terreur pour Israël. Selon les médias, le Hamas a réaffirmé son engagement vers ce plan. Les États-Unis ont refusé pendant des années tout contact avec le Hamas, qui est classé parmi les organisations terroristes et qui a mené l'attaque du 7 octobre 2023, déclencheur de la dernière guerre à Gaza. Mais l'administration Trump se montre de plus en plus ouverte à des contacts directs avec ce groupe militant armé.
Le président américain Donald Trump ordonne au Pentagone de réduire l'ampleur des exercices militaires conjoints annuels avec la Corée du Sud. Il invoque le refus de Séoul d'apporter son aide dans la guerre contre l'Iran et ses très bonnes relations avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Ces exercices, d'une durée de 11 jours, mobilisent 18 000 soldats sud-coréens. Objectif, renforcer la préparation face aux menaces nord-coréennes. Il constitue l'un des principaux exercices conjoints menés chaque année par les armées sud-coréennes et américaines. Trump fustige ces exercices, les qualifiant de coûteux et de totalement inappropriés et hostiles envers Pyongyang, qui selon lui s'est montré non menaçant et respectueux tout au long de ses mandats présidentiels. Le président républicain indique également qu'il aurait souhaité se retirer complètement de ces exercices, mais a laissé entendre qu'il était trop tard pour le faire. Sur les réseaux sociaux, Trump note que le président sud-coréen Lee Jae-myung a répondu non merci à la demande de Washington, invitant Séoul à se joindre à ses efforts de guerre visant à dénucléariser l'Iran. Le président américain a tout de même écrit que cela était quelque peu sans rapport avec la nouvelle mesure. Cette décision marque un revirement radical par rapport à la façon dont son administration considérait la Corée du Sud ces derniers mois. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, avait d'ailleurs salué en mai cet allié de longue date pour son engagement à augmenter ses dépenses de défense. Trump avait déjà cherché à mettre fin à ces exercices lors de son premier mandat à la suite d'une rencontre avec Kim Jong-un à Singapour en 2018. À l'approche de l'élection présidentielle brésilienne en octobre prochain, qui s'annonce très serrée, Luiz Inácio Lula da Silva et Flavio Bolsonaro, les deux principaux candidats, ont lancé dimanche leur campagne. Évoquant les vastes réserves de minerais rares du Brésil, le candidat du Parti des Travailleurs a dénoncé l'ingérence étrangère dans la politique brésilienne. Eu não quero nem com os Estados Unidos, nem com a Rússia, nem com a China, nem com a França, nem com a Inglaterra, ninguém vai explorar os nossos minerais que nós é que vamos explorar em benefício do povo brasileiro. De son côté, Flavio Bolsonaro, le fils aîné de l'ancien président Jair Bolsonaro, a rencontré des milliers d'électeurs sur la plage de Copacabana. Il a tenu à revendiquer l'héritage de son père. Eu tô aqui com toda a humildade, aceitando essa missão que o presidente Bolsonaro me passou, porque eu tenho a convicção que há propósito de Deus para o nosso país. Le candidat du Parti libéral a promis de lutter contre la criminalité dans le pays et a salué la décision du président américain Donald Trump de s'attaquer au groupe criminel brésilien. Le premier tour de cette élection se tiendra le 4 octobre dans un contexte de forte tension politique marqué également par l'influence de l'administration Trump. De nouveaux corps retrouvés suite au séisme de magnitude 7,7 qui a touché l'Indonésie samedi. Le bilan s'élève désormais à 53 morts, mais les autorités craignent qu'il ne s'alourdisse. Le séisme a provoqué des glissements de terrain dans les 6 provinces de l'île de Flores. Les sauveteurs fouillent les décombres à la recherche de personnes ensevelies. Leurs efforts se concentrent sur 3 provinces jusqu'ici inaccessibles, Mangarai, Mangarai Est et Nagekeo, les plus durement touchées. Plus de 900 habitations sont détruites et 450 autres endommagées. Dans la province de Nusa Tenggara Est, environ 5000 personnes sont logées dans des abris provisoires. Alors que le reste du pays célèbre les 81 ans de l'indépendance du pays, les secouristes distribuent du riz, des repas prêts à consommer, de l'eau potable, des couvertures et des médicaments dans les communautés touchées. Les autorités indiquent que le rétablissement de l'électricité et des communications, ainsi que l'acheminement de l'aide vers des villages reculés, isolés par les glissements de terrain, restent parmi les principaux défis à relever. L'Indonésie, un archipel comptant plus de 17 000 îles, est exposée aux séismes et aux éruptions volcaniques en raison de sa présence sur la ceinture de feu du Pacifique, un arc en forme de fer à cheval constitué de failles sismiques et de volcans. L'actrice américaine Hayden Panettiere, connue notamment pour ses rôles dans les séries à succès Heroes et Nashville, est décédée à l'âge de 36 ans. Son père a confirmé la nouvelle dans un communiqué transmis dimanche à la chaîne ABC News. Aucune cause de décès n'a pour l'heure été précisée. Hayden Panettiere avait commencé sa carrière très jeune, apparaissant dans des publicités dès l'âge d'1 an. Elle s'était ensuite illustrée au cinéma et à la télévision, notamment dans Remember the Titan, Scream 6 et en prêtant sa voix au personnage de Dot dans A Bug's Life. C'est toutefois son rôle de Claire Bennett, une pom-pom girl dotée de super pouvoirs dans la série Heroes, qu'il avait révélé au grand public et propulsé au rang de star internationale.
Au fil des années, l'actrice avait également évoqué publiquement ses difficultés avec l'alcool et la dépression. En mai dernier, elle avait publié son autobiographie This Is Me, A Reckoning, dans laquelle elle revenait sur son parcours personnel et professionnel. Hayden Panettiere laisse derrière elle sa fille Kaya, âgée de 11 ans, née de sa relation avec l'ancien boxeur ukrainien Vladimir Klitschko. 30 ans après leur assassinat en Algérie, Lourdes rend hommage aux moines de Tibrine. Le traditionnel pèlerinage de l'Assomption a cette année été consacré à la mémoire de ces 7 moines trappistes français, enlevés puis tués en 1996 en pleine guerre civile algérienne. Dimanche, près de 12 000 fidèles étaient réunis dans la basilique souterraine Saint-Pédis pour cette célébration, présidée par l'archevêque d'Alger, le cardinal Jean-Paul Vesco. Il y a vraiment un contresens à éviter. Imaginez que parler du passé, des chrétiens tués par des musulmans, ça c'est le contre-témoignage. Voilà. Le témoignage, c'est précisément des chrétiens et des musulmans qui, ensemble, eh bien, effectivement, affrontent une épreuve jusqu'au don de leur vie. Pour le cardinal, cet anniversaire doit avant tout porter un message de fraternité et de dialogue entre les religions. C'est un message de paix, et aujourd'hui dont on a infiniment besoin, un moment où les bruits de guerre, où l'envie d'en découdre est partout. Le sanctuaire de Lourdes se prépare désormais à accueillir le pape Léon XIV les 26 et 27 septembre prochains. Jusqu'à 150 000 personnes sont attendues à la messe qui sera présidée par le souverain pontife.